monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est un objet qui, en principe, est produit par un groupe, une communauté, et dont l'objectif est d'être utilisé comme moyen d'échange, dont les images sont porteuses des vérités de cette communauté. C'est un objet qui est reconnu vraiment par la communauté et dont l'objectif est vraiment la diffusion pour les échanges, mais c'est aussi une propagande, la monnaie. Dans le monde celtique, la monnaie apparaît au moment du mercenariat des Celtes en Grèce, c'est-à-dire à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. En Gaule, les premières monnaies, ce sont, dans un premier temps, d'abord des monnaies qui se réfèrent aux grands conquérants de l'Antiquité, c'est-à-dire Syracuse et Philippe de Macédoine, Alexandre de Macédoine. Donc il y a un lien réel avec l'aura de ces grands guerriers dans des civilisations qui restent quand même sur des cultures extrêmement guerrières que sont les civilisations celtiques. Excellents métallurgistes, les Celtes maîtrisent parfaitement le travail des métaux. Lorsqu'ils adoptent la monnaie, ce savoir-faire leur permet d'émettre des pièces d'or, d'argent, de bronze, ou combinant parfois ces métaux entre eux sous forme d'alliage. La question, c'est pourquoi cette diversité monétaire? Par rapport aux grands empires ou les autres villes, on a en effet un système un peu à la grecque avec des cités qui émettent des monnaies ou des individus, des aristocrates qui dans un contexte ou un autre émettent d'autres types de monnayage pour des propos ou des usages particuliers. Alors cela donne une très grande diversité à la fois dans les alliages, dans les types, dans les modes de fabrication qui rend leur étude extrêmement complexe. La fabrication monétaire, qui devait s'effectuer dans des ateliers d'orfèvre ou de bronziers, laisse peu de traces, en dehors des accidents observés sur les monnaies elles-mêmes. La fabrication monétaire exige une longue expérience du traitement du métal. Elle doit répondre à des contraintes très précises imposées par le pouvoir émetteur. Une proportion de métal précieux garantie, une couleur, une taille, un poids constant, ainsi qu'une qualité de l'empreinte monétaire assurant sa lisibilité. Le tout dans le cadre d'une fabrication en série. Plusieurs techniques ont pu être utilisées pour parvenir à ces productions de masse. La préparation des alliages monétaires se faisait dans des creusets de petite taille, permettant une meilleure maîtrise de l'homogénéité et une coulée plus facile. Après affinage, les composants étaient pesés avant d'être fondus. En fonction des régions et des périodes, les Celtes ont utilisé une grande variété de techniques pour fabriquer leur monnaie. Certaines monnaies, comme les potins, font l'économie d'une opération de frappe. On utilisait des moules bivalves dans lesquels les empreintes étaient gravées dans l'argile avant cuisson. Ces négatifs étaient obtenus à l'aide de poinçons, en gravure directe ou par surmoulage de pièces existantes. Ces monnaies étaient coulées en chapelets. Après leur séparation, nombre d'entre elles conservent le tenon de coulée. L'alliage, à base de cuivre, très riche en étain et parfois complété de plomb dans certaines séries, rend toute frappe impossible, mais est très malléable lors de la coulée. Certains sites archéologiques, comme le mont Vully, dans le canton de Fribourg, en Suisse, ont livré de précieux objets permettant de comprendre les processus de fabrication de certaines monnaies. Sur l'oppidum du mont Vully, on a retrouvé en tout 72 monnaies gauloises, toutes antérieures à 100 avant Jésus-Christ. Et évidemment, ce fameux coin monétaire, cette petite chose qui est une chose absolument extraordinaire, dans la mesure où nous connaissons très peu de coins monétaires pour la période de l'Athènes finale, c'est-à-dire de la période celtique finale. Alors, un coin monétaire, c'est un objet qui sert à frapper les monnaies. On voit qu'il y a ce qu'on appelle un coin dormant, c'est un objet dont le type est gravé en creux et en miroir, c'est-à-dire à l'envers, et on a un coin mobile qu'on tient à la main. Donc, si je prends mon coin, maintenant, on voit que celui-ci est un petit peu tronçonnique. D'après la forme et d'après le type qu'on a sur le coin, on peut dire que c'est le coin dormant. C'est-à-dire qu'on a une tête d'imitation de denier romain, et cette tête était fixée dans une sorte de manchon, fixé dans un billot de bois. On a pu aussi déterminer par les analyses que le coin avait été utilisé pour frapper de la monnaie. Une trentaine de coins monétaires ont ainsi été retrouvés dans toute l'Europe celtique.
La fabrication de coins monétaires en bronze est une opération complexe. La découverte récente de poinçons en relief, présentant des motifs similaires à ceux des coins, laisse penser que ces poinçons pourraient avoir servi à estamper une surface de cire suivant les motifs désirés. L'empreinte en cire pouvait alors être moulée dans de l'argile réfractaire, selon le procédé de la cire perdue. Après dessirage, le moule ainsi obtenu permettait de couler le coin d'une seule pièce. La gravure des motifs pouvait ensuite être affinée par emboutissage et par enlèvement de métal. Cette opération exigeait un métal non durci pour obtenir la finesse de l'empreinte nécessaire. Les analyses de certains coins ont révélé l'utilisation d'un alliage de bronze particulier ainsi que des phases de recuit pour endurcir la surface. Pour éviter l'éclatement des coins lors de la frappe, ceux-ci étaient parfois enchâssés dans un manchon en fer. La frappe de monnaie implique de produire des flancs, ces pastilles d'or ou d'argent qui seront emboutis et emprunts au motif du coin monétaire. Les flancs pouvaient être obtenus par coulée à la cire perdue dans des moules en chapelet, par coulée en lingots ou découpage à l'emporte-pièce. Les flancs ainsi obtenus étaient emprunts par emboutissage entre deux coins monétaires en bronze, c'est la frappe au marteau. On a longtemps négligé la possibilité de l'usage de la cire perdue dans le processus monétaire, car il n'est pas mentionné dans les pratiques médiévales. En préparant des tiges de cire comme celle-ci, ça c'est de la cire d'abeille, et en créant des gabarits à la bonne taille, on sait qu'il suffit de couper tous les X centimètres ou millimètres pour avoir exactement le poids de métal qui est nécessaire pour arriver au poids final de la pièce que l'on veut réaliser. Donc en plus, ce sont des techniques qui sont extrêmement simples, et plus une technique est simple, plus elle a des chances d'avoir été utilisée. On sait de toute façon que les Gaulois sont d'excellents métallurgistes et des grands spécialistes de la cire perdue. D'où notre intérêt pour cette technique, parce qu'on pense en effet qu'elle peut très bien avoir été utilisée par des gens qui l'utilisaient quotidiennement pour d'autres choses. Ce procédé, dont l'usage est largement attesté pour d'autres objets, simplifie grandement le calibrage des flancs et économise une phase de pesée. Il suffit en effet de mesurer le volume de cire nécessaire pour chaque flanc en découpant un boudin de cire, puis d'y adjoindre des jets de coulée, et d'envelopper le chapelet ainsi obtenu dans de l'argile réfractaire. On cuit alors les moules pour enchâsser la cire, et il ne reste plus qu'à couler l'alliage dans le moule ainsi durci pour obtenir des flancs parfaitement calibrés, à la surface parfaitement lisse. Cette technique de la cire perdue pourrait également avoir été employée pour obtenir directement des monnaies, comme certains types retrouvés en nombre sur le site de Bibracte. L'opération est la même que pour l'obtention de flancs, à ceci près que chaque volume de cire est empreint du motif des futures monnaies par simple frappe à l'aide de coins monétaires. Ce qui est intéressant quand même dans le système, c'est qu'on a le même geste exactement que si on frappait sur métal. Et donc, on ne peut absolument pas savoir, à partir des illustrations anciennes, s'il frappait sur cire ou s'il frappait sur métal. L'opération est relativement facile et les monnaies ainsi obtenues possèdent une belle définition. Cette technique semble aussi la plus simple pour obtenir un type de monnaie très particulier, les monnaies fourrées. En fait, dans les musées, on ne trouve jamais que des monnaies de très bonne qualité. Alors, toutes les monnaies qui étaient analysées, elles étaient très pures, avec plein d'argent, 80% d'argent, 78% d'argent, l'or pareil. Et quand on commence à regarder les monnaies de fouilles, les monnaies trouvées sur le terrain, dans les habitats, c'est-à-dire qui sont exploitées, utilisées tous les jours par les Gaulois et qui sont restés sur place, on s'aperçoit que la réalité est très différente. Ces monnaies que l'on retrouve sur place, elles sont très souvent fourrées. Mais quand je dis très souvent, c'est quelquefois à 60% des monnaies découvertes. C'est quand même un petit peu surprenant. Donc on a regardé ça de plus près. Quel était le problème de ces monnaies fourrées? Comment pouvaient-elles être fabriquées? Et quelle était leur qualité? Une monnaie fourrée est constituée d'un noyau métallique, généralement en bronze ou en cuivre, enrobé d'un métal plus précieux, que rien ne distingue en apparence d'une monnaie entièrement constituée d'or ou d'argent. Une expérimentation, menée au centre de recherche de Bibracte en 2008, a permis aux archéologues de tester l'hypothèse d'une fabrication de ce type de monnaie à la cire perdue. Ayant pris mon étalon, je sais pertinemment bien qu'en coupant ceci, je suis à la cote du volume de la monnaie que je veux fabriquer. Donc voilà la cire qui permet de noyer les noyaux de cuivre
Voilà, donc là j'obtiens ce qu'on va appeler un flanc de cire fourré. À partir de là, donc, je vais lisser parce que la cire a pris très largement mes empreintes digitales. Et puis je vais la poudrer dans un mélange de cendre lavée, donc de la potasse, ce qui aura pour effet d'être à la fois l'agent démoulant pour éviter que ce flanc ne colle au coin monétaire, mais aussi finalement c'est déjà une partie minérale qui va participer du moule céramique avec une granulométrie super fine, donc j'aurai un état de surface qui a priori sera bon. Donc ben là on va frapper monnaie. Voilà. Et elle se décolle. Pas trop mal. Voilà. Donc voilà un flanc fourré, frappé. Et à partir de là, maintenant, il va falloir monter sur cet objet un jet de coulée en cire qui permettra au métal de circuler, de venir nourrir la monnaie. À partir de là, on va mouler ça dans de l'artère. On va monter nos monnaies sur un arbre avec un entonnoir de coulée pour obtenir un moule. Donc la cuisson, c'est transformer la terre en céramique pour qu'elle résiste au choc thermique, et c'est aussi vider la cire. Et il ne restera plus que les noyaux métalliques prisonniers à l'intérieur de ce moule. Et lorsque le métal en fusion va arriver, on aura une atmosphère réductrice qui fait que l'argent va, par mouillage, recentrer le noyau, et l'argent va napper complètement ce noyau et prendre l'empreinte que la cire a laissée. L'expérimentation s'avère concluante. Enduits d'une épaisseur de cire de 250 microns, des flancs de cuivre peuvent aisément être montés en chapelet et enrobés de métal précieux. En 2010, la campagne de fouilles de Bibracte livre un précieux témoignage du procédé de fabrication des monnaies fourrées produites sur le site. Un raté de fabrication constitué de deux monnaies fourrées agglutinées entre elles par leur tenon de coulée confirme l'hypothèse d'une fabrication à la cire perdue. Ces deux pièces sont particulièrement intéressantes. Lorsqu'on regarde entre les deux pièces, on s'aperçoit en effet qu'elles ont bien été frappées sur cire, puis coulées. Ce qui explique qu'on a encore le jet de coulée qui les attache toutes les deux entre elles, mais que malgré tout, on a le dessin de la tête et au revers du petit cheval, comme sur toute cette série qui a été fabriquée ici à Bibracte. Donc là, c'est une preuve irréfutable de l'usage de la cire perdue et de la frappe sur cire pour fabriquer ces monnaies coulées et surtout fourrées. Et là, on voit parfaitement le noyau entre les deux parties en argent qui sont à la surface de la pièce. Cette pièce, elle est d'autant plus intéressante pour nous qu'on l'a trouvée après qu'on ait fait notre expérimentation et qu'elle confirme pleinement l'hypothèse que nous avions émise. Peu à peu, découvertes archéologiques, expérimentation et progrès des techniques d'analyse permettent de mieux comprendre la diversité des monnaies celtiques et de percer leurs secrets de fabrication.